Allô? Bonjour. Quelqu'un nous annonce? Non, c'est bon, on est prévu? Ah oui, alors on est annoncé. Donc on y va. Bonjour à tous. Merci de venir à la présentation qu'on a construite pour vous. Alors l'idée c'était de voir un petit peu... bon alors tout le monde parle du buzzword, de qu'est-ce que c'est que l'IA, etc. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Plein de cas d'usage. Donc l'idée c'était de vous présenter qu'est-ce que le cabinet PwC fait maintenant, concrètement, tous les jours, dans toutes les missions. Et puis, on va essayer de parler un petit peu des défis qui nous attendent à venir. Merci Marc. Donc moi je me présente rapidement. Jean-David Benassouli. Donc je suis associé en charge Data Analytics et Intelligence Artificielle pour PwC France et Afrique francophone. Alors un petit mot sur PwC parce que vous ne connaissez pas tous. Audit, conseil, taxes, juridique. On est un peu plus de 5000 en France. Les sujets data, on les gère vraiment en transverse. Alors évidemment, dans nos équipes conseil que Marc anime sur la partie intelligence artificielle, mais les sujets data, ils traversent tous nos métiers. On a énormément de données, évidemment, dans nos mandats d'audit. On a énormément de données, notamment des données, des PDF, des Excel, des contrats sur notre expertise juridique. On a énormément de données aussi sur la partie expertise comptable. Donc ces expertises ils sont gérées en transverse, c'est moi qui anime cette communauté. On est à peu près 300 avec 50 data scientists et voilà, on a ces missions de la stratégie à l'exécution. On a aussi un data lab pour nos propres consultants. Tu peux en dire un mot, Marc? Alors le data lab, alors tout le monde a un data lab maintenant, c'est normal. Tout le monde essaie de construire une petite cellule qui permet de développer des choses pour les différents métiers, des cas d'usage. Alors les cas d'usage de PwC sont tellement larges qu'on a décidé de construire un data lab qui permet de faire différentes choses. Une des choses qu'on voulait faire, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, s'automatiser soi-même. Okay, l'intelligence artificielle, c'est une question d'automatisation. Donc nous, on a des métiers très exigeants, avec une forte valeur ajoutée intellectuelle. Donc automatiser le travail de nos consultants, de nos auditeurs, de nos experts comptables, etc., c'est un vrai défi. Alors comment on fait ça pour s'automatiser soi-même? Eh bien, on essaye de donner les moyens à chacun de construire un système qui le reproduit lui-même. Donc pour ça, on a évidemment une panel de technologies qui est à disposition. Donc c'est un laboratoire dans lequel on teste les technologies, on teste les usages, et puis on les met en production. Voilà. Et on réalise aussi quand nos clients n'ont pas l'infrastructure, le démarrage des projets, les pilotes, les prototypes, et plus s'il faut. Alors, parlons un petit peu d'intelligence artificielle parce que c'est le mot. Moi, je voulais qu'on prenne un petit peu de recul et un petit peu de hauteur sur ces sujets-là. Alors déjà, où est-ce qu'on est aujourd'hui globalement? Alors, si c'est marqué un peu petit, on arrive à lire. Bon, si vous lisez la complexité d'algorithmes en ordonnée et en abscisse, le volume des données, globalement, pas de surprise, c'est les GAFA et les BATX qui ont aujourd'hui de loin le plus de données et des complexités d'algorithmes. Les équipes de chercheurs, les équipes de R&D, les multiples dabos, notamment de Facebook, Google, sont de loin les plus avancés sur ces sujets-là. Et en plus, ils ont les données. Alors sans parler évidemment en Chine, parce qu'en Chine, il y a 600 millions de caméras. On n'est pas du tout sur les mêmes contraintes des données personnelles de l'Europe ou des États-Unis. Donc les Chinois aujourd'hui ont de loin le plus de données. Ils vont bientôt avoir des algorithmes probablement les plus puissants. Après, historiquement, on a des gens comme Criteo qui sont là, qui sont un peu la pépite française sur ces sujets de la donnée. Et puis, on a des clients qui, sur les métiers du B2C, avaient historiquement beaucoup de données. Alors, nos clients, les banques, les opérateurs télécoms, historiquement, beaucoup de données qui travaillaient déjà sur de la segmentation client, du churn, mais qui doivent monter sur des complexités d'algorithmes plus importantes, avec des données externes, avec du deep learning, avec du machine learning qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui ou très peu. Donc ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est accompagner, et notamment PwC en fait partie, de faire monter en abscisse et ou en ordonnée l'ensemble de nos clients avec un certain nombre de difficultés. Alors l'intelligence artificielle, avant d'en parler, moi j'aime bien utiliser ces petites définitions qui est de dire, avant de parler d'intelligence artificielle, parlons d'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence?
Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je vous passe la parole sur qu'est-ce qu'est l'intelligence, vous aurez chacun une définition différente de l'intelligence et pourquoi vous trouvez que quelqu'un est intelligent. En revanche, la deuxième définition de Jean Piaget est intéressante. Hein. Donc, c'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour ceux qui travaillent dans l'IA et dans les modèles aujourd'hui, on est principalement dans l'IA faible, hein, donc dans l'IA faible, dans l'apprentissage, l'entraînement. Et donc, on est entraîné pour une tâche, mais en aucun cas, on entraîne un algorithme à savoir ce qu'il faut faire quand il ne sait pas. Donc, on n'est pas dans ces mécanismes d'IA forte. Et donc, moi, j'ai une conviction qu'on ne sera pas dépassé par les algorithmes et la machine, pas avant très longtemps. Voilà. Donc, tous les fantasmes autour de l'IA, globalement, aujourd'hui, c'est bien pour les journaux. Il y a énormément de choses sur le sujet, mais ce n'est pas prêt d'arriver. En revanche, évidemment, les algorithmes, ils vont pénétrer de plus en plus le monde de l'entreprise, comme ils le sont dans le monde de tous les jours avec vos mobiles. Alors, ça, c'est assez intéressant. On est le 14 juin. Hein. Pour vous rappeler, on fait petite machine arrière, alors même si l'équipe des France connaît quelques déboires. Le 14 juin, aujourd'hui, on a fait tourner une IA qui était très très forte. Elle a pris tous les scores, les valeurs des joueurs, le passé, les paris, le poids des paris. Et donc, le 14 juin, elle a prédit que l'Allemagne et le Brésil allaient être en finale et que le Brésil l'emporterait. Donc nous, on est très très content que cette IA très compliquée, qui a utilisé beaucoup de données, se soit trompée, évidemment. Et puis le 6 juin, c'était assez intéressant. Il y a un autre calcul qui a été très très simple par les financiers. Ils ont pris les valeurs de joueurs de l'équipe de France et puis ils ont dit bah, finalement c'est l'équipe la plus chère, c'est elle qui va gagner la Coupe du Monde. Alors, c'est pas forcément la raison, il y a toute une histoire derrière, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec Marc des Kaggle Masters, des gens qui travaillent sur des modèles très compliqués. Et finalement, quand on doit passer en production, eh ben, on va peut-être utiliser finalement un arbre de décision qu'on va expliquer. On va peut-être arriver sur des choses plus simples. Et les choses plus simples, on les explique et elles marchent aussi. Et finalement, et je rencontre beaucoup aujourd'hui, on en reparlera, des gens qui veulent absolument travailler sur des modèles et des choses très compliquées. Ce n'est pas toujours la bonne solution, même si là, ce n'est pas forcément les salaires des joueurs qui ont fait la victoire de l'équipe de France. Alors, d'ailleurs, tu dois pointer un petit peu, Marc. Dis-nous un petit peu plus finalement les points clés des projets. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'intelligence artificielle un peu partout, on fait plein de prédictions, tout le monde fait des prédictions dans tous les sens. Comment on accompagne nos clients et quelles sont les demandes qu'on reçoit et quelles sont surtout nos convictions sur le sujet et notre expérience. La première des convictions qu'on essaie de porter, c'est de commencer à essayer de détourer le projet d'une intelligence artificielle par le métier. Comme je disais tout à l'heure, quand on crée notre Data Lab, il s'agit d'automatiser un métier. Automatiser un métier, c'est-à-dire que le métier existe déjà. Alors le métier des pronostiqueurs existe, donc on peut mettre tous les algos qu'on veut, et ça tombe bien. De toute façon, chaque pronostiqueur a son pronostic, donc on peut faire les algos qui ne convergent pas, on s'en fout. Sur d'autres cas métiers, ce n'est pas vrai. Il y a des métiers qui existent et on cherche à automatiser une tâche d'un métier. Donc il faut bien essayer de détourer qu'est-ce que c'est qu'on automatise, et ça va de l'input jusqu'à l'output. Je vous donne un exemple pratique. Dans la maintenance prédictive, on a beaucoup d'IT qui nous viennent nous voir en nous disant « Ouais, je sais que les opérationnels, ils ont des problèmes avec leurs équipements. Ils voudraient connaître l'état de santé de leur équipement. » Alors l'état de santé d'un équipement, ok, on s'est dit super, on va pouvoir faire un truc, on regarde l'usage, on fait des super modèles, quand est-ce que ça casse, donc on peut prédire un coefficient, on va dire, voilà, c'est l'état de santé. Quand on présente ça au métier, en réalité, le métier ne sait pas quoi en faire. Avoir un état de santé, ça veut dire quoi? Tous les matins, il va regarder l'état de santé de son équipement, il va se dire, OK, là ça va pas, etc. On va lui donner une tâche supplémentaire à faire. Donc l'objectif de la maintenance prédictive, ce n'est pas du tout de donner un état de santé. L'objectif de la maintenance prédictive, c'est de pouvoir dire, qu'est-ce que c'est la maintenance maintenant? Et comment tu veux la faire demain? Et donc ça veut dire regarder quel est le métier, et regarder comment on va pouvoir le faire avec des capacités prédictives. Et typiquement, pour la maintenance, c'est changer le planning de maintenance. Et changer le planning de maintenance, ça a beaucoup d'incidence sur les activités de tous les métiers. Donc une fois qu'on a construit un algorithme qui est capable de dire « je fais un score sur « attention, là, ma machine, elle va tomber », il faut revoir tout le planning de toutes les équipes. Donc ça a énormément de conséquences. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est commencer avec des démonstrations simples. Un des cœurs de l'intelligence artificielle, un des outils principaux, c'est le machine learning, ou le deep learning, enfin c'est l'apprentissage artificiel.
Et ça a un score. Ça marche. On essaie de faire le truc qui marche le mieux possible, toutes les mesures de score qu'on veut. Et puis parfois, on n'arrive pas. Hein. On ne fait pas tout. Comme les experts d'ailleurs, ils n'arrivent pas à faire tous les cas. Néanmoins, on peut démontrer la valeur. Ce qu'on sait, c'est quand un modèle marche bien et qu'on va le mettre en production, c'est proportionnel au ROI. Plus le modèle marche, plus on va pouvoir économiser des actions d'experts, d'utilisateurs, enfin, du métier en question. Donc il faut démontrer la valeur. Et alors ça peut se faire soit quand on fait le business plan du projet d'IA, soit avec un POC. Et évidemment, les POC, on en fait tous beaucoup. Ce qui est important là, et c'est important de le redire, c'est de bien délimiter le périmètre du POC et les mesures qui vont faire qu'on valide ce POC ou pas. On va le valider d'un point de vue financier, c'est très important pour pouvoir le continuer. Et on va aussi le valider évidemment d'un point de vue métier. Le métier doit pouvoir dire j'achète ce POC. Troisième sujet, évidemment, c'était la data-driven. Alors, ça c'est important de l'avoir en tête aussi, et ça va venir après par la suite. On a vu beaucoup de métiers qui nous ont dit viens m'aider à construire un truc. Je sais que, par exemple, pour faire de la reconnaissance d'images, je pourrais automatiser le nombre de jeunes qui rentrent dans mon magasin, par exemple. Distinguer, essayer de calculer l'âge des personnes qui rentrent dans les magasins. OK, bon, bah, alors on peut faire des choses comme ça, mais quelles sont les données? Ah ben j'ai des caméras de vidéosurveillance. OK, c'est quoi les caméras de vidéosurveillance? Tout ça pour dire que la data, on a une data qu'on connaît, celle qu'on utilise tous les jours, on mesure, on a l'âge des clients, et il y a une data qu'il va falloir acquérir pour le projet d'intelligence artificielle. Donc la data-driven, ça part de des choses qu'on connaît déjà, on a tout un tas de KPI et on sait mesurer la performance. Pour avoir des transformations vers de l'intelligence artificielle, il faut vraiment remettre ces choses en cause pour savoir est-ce que par hasard on n'a pas besoin de nouvelles données. Et on a beaucoup de projets où on recommande de recapturer de la donnée pour mieux la gérer. Avec les consentements hein, pour les données personnelles, Marc, évidemment. Alors, adresse Big Data et donc forget Lean Data. Donc, il faut quand même penser Big Data dès le début. Pour les personnes qui n'ont pas d'expérience dans le machine learning et toutes ces technologies-là, on n'adresse pas un algorithme avec la même infrastructure qu'on adresse avec un logiciel. Okay, j'en parle un logiciel métier traditionnel, type ERP. Quand on fait un logiciel traditionnel, on penche 3 couches, voilà, on est content. Dans le Big Data, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut faire attention, et ce n'est pas forcément les grosses architectures Big Data, mais il faut tout de suite penser le cas d'usage où il va y avoir des terras de données, parce que les capteurs arrivent par terras de données. Quand on travaille sur des projets dans l'énergie, par exemple, on a des capteurs sur un ensemble de parcs éoliens, et on en a plus de 80, et puis on va avoir des dizaines de milliers d'éoliennes qui vont arriver, ça va représenter un très très gros volume de données. Donc il faut pouvoir commencer sur un petit scope, mais quand on design, tout de suite adresser le gros scope. Pour pouvoir échouer, alors ça veut dire que, ça c'est toujours dans la phase de POC, on a eu des projets, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'on expérimente aussi avec nos clients, on a eu des projets qui étaient plus difficiles que d'autres. Donc ça c'est une culture. Ça veut dire que quand on va commencer un projet, toutes les métriques qu'on aura définies avec le métier, on va essayer de les faire de façon à ce qu'à chaque fois qu'on passe une étape, on va essayer de tirer une leçon. Donc la plupart du temps, heureusement, on est en succès. Quand on a un échec, il faut bien savoir le pourquoi, le comment, pour éviter que ça se repasse la fois d'après. Donc ça, c'est la démarche Lean. Et ensuite, il faut être responsable. Donc là, Jean-David représente l'audit, le service à l'audit. Pour ce qui est du conseil, je laisserai Jean-David compléter pour la partie plus solide. Pour ce qui est du conseil, on nous demande souvent d'avoir des modèles interprétables. Alors, tu parlais tout à l'heure des arbres de décision. Dans le conseil, on pousse des modèles extrêmement compliqués avec du machine learning, du deep learning. Alors, je suis désolé, le chronomètre tourne, je n'ai pas le temps de vous détailler tous les projets. Je vais en prendre quelques-uns quand même, si tu veux bien. Comment? Je vais prendre quelques projets, je vais détailler quelques projets rapidement. Ouais, t'as encore 3 minutes, Marc. Vas-y. Et où on nous demande quand même globalement d'expliquer la performance de nos algorithmes. Et donc ça, c'est pas forcément avec des arbres de décision. On peut aussi utiliser des modèles de deep learning très compliqués. Alors, quelques exemples de projets. Où est-ce qu'on applique tout ça? Du quality manufacturing, par exemple. On a trouvé un beau projet. Typiquement, le quality manufacturing, on avait un client qui avait des images de la sortie de chaîne de son usine. C'était un fabricant de lino, comme on a partout, le leader mondial du fabricant de lino. Et la problématique, c'est qu'entre un début de série et une fin de série, on n'a pas du tout la même qualité. Donc comment détecter à partir de quel moment cette qualité change et on n'est plus dans les standards de qualité de production.
Donc déjà, évidemment, l'image était dans la tête du client, comment mettre une caméra, etc. On a analysé ces données. On a construit un modèle dont on savait qu'il était performant parce qu'il avait été testé sur une base externe. Quand on a essayé de le mettre sur les données du client, ça marchait moins bien. Donc on a revu la passation de captation de données, hyper importante dans un projet. Moi, je vous le dis, je budgétise, quand on part de zéro, toujours une captation de données plus importante que la partie de machine learning. C'est vraiment essentiel. Un autre projet très intéressant qu'on a fait dans l'énergie, la conception d'un IoT. Un IoT qu'on essaye de rendre le plus intelligent possible. Donc c'est un client qui... donc développer un IoT, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on repart des bases, hein, ça veut dire qu'on construit un capteur, on construit un service sur ce capteur, on industrialise tout le service dans le cloud, par exemple, parce que là c'est plus pratique en l'occurrence, et on a accompagné ce client jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la promotion de l'offre. Donc c'était un client stratégique pour nous, et vraiment l'offre qu'on a portée pour lui, elle s'appelle elle répond à notre mentor chez PwC qui est From Strategy to Execution, c'est-à-dire qu'on a accompagné sur le développement de produit et jusqu'à sa réalisation et sa commercialisation. Alors dans les équipes, donc je ne vais pas détailler tous les projets, juste un sujet qui me paraît important, c'est de donner aussi aux équipes envie qu'elles puissent travailler sur les sujets qui les intéressent. Ça veut dire qu'on dédie un temps, on a à peu près 15 à 20% du temps qu'on dédie à nos people pour travailler sur les sujets qui les intéressent. Alors on essaie de se mettre d'accord sur le sujet en question. Et ce n'est pas du tout anodin, hein, 15 ou 20%. Ça représente un gros investissement pour la boîte. Donc soit c'est pour faire le data lab, comme j'expliquais tout à l'heure, soit c'est pour faire des concours, des challenges. Donc on participe à des concours, à des challenges Kaggle, donc certains avec lesquels on gagne, donc on est hyper content. Donc on a des Kaglers numéro 1 dans nos équipes. Et puis après on valorise tout ça, bien sûr, le plus possible auprès de nos clients. Voilà, ça c'est pour les principaux projets. Voilà. Et donc justement, tu parlais des équipes. Alors ça c'est intéressant parce que ces projets là comme ça, le mouton à 5 pattes n'existant pas, il faut choisir son équipe. Alors moi je vais vous laisser le choix là d'entre quelques équipes. Là. Alors il y a cette équipe là qui est pas mal. Donc on attend la saison 3 là, avec impatience. Il y a celle-là là, que mon fils aime bien aussi. Il y a celle-là qui est un peu ubuesque, même si à la fin la bombe n'explose pas. Et bon, puis il y a celle dont on a déjà parlé, qui à la fin a gagné. Bon, ce qui est important, c'est de dire finalement sur ces projets-là, c'est pas la même personne qui va tout faire. Il faut des personnes qui travaillent sur la collecte, il faut des personnes qui travaillent sur la stratégie, il faut des personnes qui travaillent sur l'architecture. Ça, c'est extrêmement important parce que on manque de data architectes aujourd'hui pratiquement plus que de data scientists. Parce que les data architectes, il faut qu'ils travaillent à peu près 5 à 8 ans sur des projets pour travailler sur les problématiques de sécurité, de scalabilité, de cloud pour avoir vraiment de l'impact. Alors qu'un data scientist, il va pouvoir sortir et travailler quand même sur des modèles un peu plus vite. Et ces personnes-là, elles ont vraiment une expertise très forte. Et après, évidemment, on peut tourner sur les expertises. Mais il faut travailler sur ces projets. Alors moi, j'aime bien reprendre ça de nos amis de DataQ. C'est que pour éviter, finalement, et c'est important, et c'est le discours qu'on tient aujourd'hui, ça va vite se transformer si on n'a pas les bonnes expectations ou si on ne définit pas les bons rôles sur le projet. Le data analyst, très souvent, il va faire du nettoyage de données et il va être obligé d'en faire. Hein. Le data engineer, il va faire de la tuyauterie, des extractions, des emails, je récupère un CSV, je vais faire une API qui va récupérer un truc sur un site web et puis je vais faire de la plomberie. Et puis le data scientist, il attend. Moi, j'ai 3 clients là récemment qui ont recruté des Chief Data Scientists, Chief Analytics Officer, j'ai même maintenant Chief Intelligence Officer. Mais ils ont commencé par là. C'est complètement ahurissant. Non, il faut commencer par le début. Est-ce que j'ai une stratégie data? Est-ce que j'ai une architecture? Est-ce que j'ai un fournisseur cloud? Est-ce que j'ai des cas d'usage? Est-ce que j'ai déjà un décisionnel qui marche? Si on commence par la fin, on attend. Et surtout, il y a des problématiques en fait, finalement, de déception entre la nature du job et puis le job. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez nous, on a à peu près 10 à 20% de data scientists purs qui travaillent sur des modèles. Tout le reste vont travailler sur des tâches, sur ces tâches amont. Alors, les 3 choses importantes et les 3 skills importants pour faire ces projets, là, j'alourdis volontairement le trait, c'est les soft skills, les soft skills, les soft skills. Pourquoi? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui chez les clients, c'est que c'est très bien de connaître des modèles, c'est très bien de les appliquer, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui va faire la différence, pour ceux qui veulent devenir data scientist, et il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est pas la capacité de faire des modèles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que de plus en plus, le data scientist, et ça c'est ma conviction,
on pourra en reparler Marc, si tu es d'accord, parce que je sais que tu peux avoir un avis différent, c'est que le data scientist, il va être augmenté de plus en plus. On va avoir de plus en plus, il va être assisté pour la pré-application de modèles, la pré-optimisation de modèles, et que finalement, ce dont on a besoin aujourd'hui, on en aura besoin un petit peu moins dans 5 ou 10 ans. Le deuxième point, c'est que si dans 10 ans, il fait les mêmes modèles qu'aujourd'hui, bah, ça va être assez simple. Hein. Dans une équipe, bah, on va le remplacer par quelqu'un qui a 25 ans, le data scientist. Hein. S'il n'a pas évolué, il n'y a pas besoin d'avoir un data scientist de 35 ans et qui fait la même chose en plus cher. Donc c'est quoi les soft skills? C'est la capacité à travailler en équipe avec des métiers, la capacité à rentrer sur des sujets fonctionnels. Parce que si on ne rentre pas sur les sujets fonctionnels, c'est la capacité à rester en haut de la vague. Et c'est la capacité aussi à convaincre. On parle de storytelling, on parle de la capacité à bien présenter ses résultats. Si on n'a pas ça, bah, on n'arrivera pas à progresser. C'est très bien pour le début de carrière, mais ceux qui vont faire la différence, ça sera les soft skills. Clairement, dans une bonne partie des entreprises. Et ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut travailler sur toute la partie technique et travailler sur ces sujets-là et surtout se mettre à niveau parce que le machine learning finalement et le deep learning, c'est relativement récent et on sait très bien qu'il va y avoir des techniques qui vont arriver bientôt, nouvelles, et qu'il faudra continuer après R, Python, TensorFlow, continuer avec les nouvelles bibliothèques, les nouvelles librairies, ce que va nous sortir Amazon, Google. Ouais. Il faut rester à niveau. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il faut rester à jour. Mais ça, en fait, pour la plupart des data scientists, c'est une passion. Hein. Donc, c'est relativement facile de se tenir à jour. On est abonné à KD Nuggets, on est abonné à IoT Central, à tout ce qu'on veut. On reçoit toutes les news et puis voilà, on sait quels sont les technos et la communauté est très open source. Donc ça veut dire que tout est déjà disponible. Mais par contre, effectivement, dans un effort d'un projet d'intelligence artificielle, la partie construction du modèle, elle est cruciale, sinon ça ne marche pas. Donc, mais en termes de temps de développement, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Et vraiment, toute la phase d'amont, de cadrage, et toute la phase aval d'industrialisation, elle est indispensable. Et ça se fait parce qu'on sait comprendre le métier, parce qu'on sait travailler en équipe avec des gens qui n'ont jamais traité de data, et parce qu'on sait aussi travailler avec des équipes de l'IT, par exemple. Voilà, je finirai parce qu'on va dévoiler la semaine prochaine une étude qu'on a fait avec l'usine digitale, PwC. Le premier frein aujourd'hui à l'IA cité, c'est pas l'argent, c'est pas la technologie, c'est l'organisation. C'est ça le premier frein. J'ai pas la bonne organisation, les gens travaillent pas ensemble, c'est siloté, ils partagent pas. Et c'est ça le premier frein au projet d'IA. Le deuxième frein, c'est j'ai pas les bonnes compétences, j'ai pas les bonnes personnes dans mon équipe, donc je me fais accompagner par des consultants, je travaille avec des startups, je nomme des gens, je les forme pour avoir les bonnes compétences. Et en troisième, oui, il y a des freins sur le ROI, le budget. Parce qu'en France, on a du mal à investir et à chercher tant qu'on n'a pas le ROI. Donc on travaille sur des cas d'usage. Ils n'ont pas ce problème, les anglo-saxons. Ils sont inondés par des VC. Et donc là, on cherche, on met des laboratoires de recherche. En France, c'est un peu plus compliqué dans les entreprises de dire on cherche, on développe et puis on verra bien ce qu'on trouve. Mais ça arrive qu'en troisième. Le premier point, c'est l'organisation. Et faire travailler les gens ensemble. D'où les soft skills. C'est pour ça que je me permets d'en reparler. Alors, un petit point sur les robots. Pourquoi? Parce qu'on associe beaucoup et de plus en plus toute la partie robotisation, RPA, Robotic Desktop Automation, à l'intelligence artificielle au sens large, hein, les robots qui vont nous gouverner. Alors on est à peu près là aujourd'hui. On n'est pas encore sur des sujets où les robots vont permettre de finalement générer suffisamment de données pour apprendre. Mais on est en train d'aller à cette vague-là. Hein, d'accord, les déploiements de robots, aujourd'hui, il y a quelques grandes sociétés qui en ont 10, 20, 30, 40 pour les plus grosses, 50, hein, des robots déployés en production, très souvent sur des cas d'usage finance. Et puis après, il y a tous les robots type chatbot, évidemment. Hein, ça, c'est les gros sujets d'interprétation NLP de la voix. Mais la combinaison forte du RPA et l'IA, on y arrive là. Et donc, de plus en plus, ces sujets-là, ces robots, ils vont générer de la donnée. Ces robots, il va falloir les superviser. Ils vont être alimentés de la donnée. Et ce qui est intéressant, nous, dans les équipes, c'est qu'on utilise aussi beaucoup les robots pour travailler sur nos projets. Je vous donne un exemple. On utilise Alteryx, typiquement, quand on va faire de la préparation. On va utiliser un robot qui va ouvrir Alteryx et faire tout un nombre de tâches répétitives, finalement, pour aller plus vite sur toutes mes tâches de préparation de données. Donc le robot, il peut aussi nous aider, nous, hein, dans nos équipes data, à livrer nos projets. Bon, ça, c'est un petit... pour vous réveiller un peu après le déjeuner ou pas.
En tout cas, celui qui a prédit le futur avec StarTech, il nous annonce quand même des choses. Voilà, il était inévitable que les robots deviennent des partenaires romantiques. C'est pas moi qui le dis, mais ce qui est sûr, c'est que le robot assisté, il peut devenir robot tueur, et puis il peut aussi devenir robot amoureux. On verra dans quelques années s'il a raison. En tout cas, il avait prédit l'arrivée du smartphone en 1999. À suivre de près. Alors, on ne peut pas s'appeler PwC et ne pas vous parler d'audit, et on vous en parle à la fin parce que ce n'était pas le sujet. Pourquoi on vous parle d'audit? Parce que tous ces algorithmes aujourd'hui, ils inquiètent quand même beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais finalement, qui va contrôler? Comment on va expliquer? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on a des vraies discussions, nous, aujourd'hui, avec nos clients. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer, de plus en plus de décisions automatisées. Alors, pourquoi il faut les auditer, ces algorithmes? Le premier point, c'est la confiance. La confiance tu parlais de l'explicabilité, l'interprétabilité. Beaucoup de sujets autour de l'éthique. Alors certes, on est dans une société mondialisée, enfin mondialisée qui se démondialise un petit peu, mais mondialisée, et les sujets d'éthique autour de la transformation, finalement, la subsidiabilité, et puis l'éthique d'un algorithme qui va refuser un prêt, l'éthique d'un algorithme qui va écraser ou pas quelqu'un. Donc on a des vrais sujets autour de l'éthique, et beaucoup de questions des comités d'audit ou des directions qui veulent comprendre. Le deuxième sujet, et là il vient beaucoup du monde de la banque et de l'assurance, c'est tous les sujets autour de la compliance, et qui vient, sachant notamment du régulateur américain sur tout ce qu'on appelle dans les banques model risk management. Donc là, on est des sujets où, avec tous, pour ceux qui travaillent dans la banque, dans tout ce qui est high frequency trading, avec des algorithmes qui font énormément d'opérations en très très peu de temps et qui peuvent d'ailleurs, qui sont entraînés à faire monter les cours de bourse, mais en cas de crise, ils peuvent aggraver, parce qu'ils vont vendre ou acheter beaucoup de choses très très vite. Donc on a ces notions de model risk management où le régulateur veut comprendre comment marchent les algorithmes des grandes banques de marché. Et puis, on a des sujets, évidemment, et ça, c'est notamment les équipes de marque qui vont travailler sur des optimisations. On a des clients qui nous appellent en disant, bah voilà, on travaille avec une société X, avec une start-up, on a mis des modèles en production. Est-ce que vous pouvez venir regarder, faire un audit et voir comment on pourrait améliorer notre algorithme? Et puis beaucoup, de plus en plus, ça c'est assez intéressant. Alors dans le monde des startups et des jeunes pousses, c'est la course à qui est-ce qui va me racheter, et il faut qu'il me rachète assez cher. Et généralement, on met en avant son algorithme qui est très très différent des autres, qui est magique. Bon, voilà, nous, ces derniers mois, on a été plusieurs fois dans le cadre d'acquisition pour regarder, soit post-merger, soit avant, quelle est finalement la valeur de l'algorithme et avoir un avis d'un tiers. Donc ces sujets-là vont arriver de plus en plus. Alors, on a différentes manières d'auditer les algorithmes en fonction des technologies. On a de la revue de code, on va recoder en reperformance, on va faire des tests en entrée-sortie avec du deep learning, on va travailler avec des labels sur la partie éthique. Et évidemment, le point clé, tu en parlais tout à l'heure Marc, la donnée. Parce que s'il y a des biais dans la donnée, on va avoir des biais dans l'algorithme. Donc le point principal, ça va être finalement la version de l'algorithme. Quand est-ce qu'il a été entraîné? Est-ce qu'on a géré, et ça c'est ce qu'on met de plus en plus chez nos clients, on avait le DevOps, et de plus en plus on a le Data Science Ops avec le versionning de l'algorithme sur les bonnes données entraînées. Quand est-ce que je vais réentraîner mon algorithme? Parce qu'on a ces notions maintenant d'auditabilité. Et c'est pas simple, parce qu'on veut travailler en temps réel, et les algorithmes, on les met en production, et en plus ils sont apprenants. Mais c'est des vrais sujets aujourd'hui qu'on adresse aussi dans les équipes PwC. Voilà, donc on a le temps de prendre une ou deux questions, s'il y en a. Alors, on m'a dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de questions, mais juste avant, il y avait une question. Alors moi, je vais me poser une question du coup. C'est un sujet que je n'ai pas abordé. C'est est-ce qu'on a des partenariats? Oui, on a évidemment plein de partenariats. On travaille avec les grands éditeurs. On certifie... bien sûr, nos consultants sur des grands éditeurs. Et on travaille avec beaucoup de startups qui cherchent à commercialiser leurs produits, évidemment. Donc, on a un relais vis-à-vis d'une communication qu'on pourrait avoir auprès des décisionnaires et des sponsors dans les grands groupes. Mais la partie partenariat et formation, je pense que c'est important. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, on est sur les grandes technologies des GAFA et autres.
Voilà, alors vous pouvez nous retrouver, là on a de la chance cette année, on est juste derrière à Longles, là, le stand numéro 1. Voilà, donc on répondra à vos questions. Nous on recrute plus de 100 experts data là, sur les 2 prochaines années, du data scientist, l'architecte au miner, avec plusieurs niveaux d'expérience, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de salon, bon après-midi.